Europe 1. 8h12 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est historien, économiste, avocat. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour Sonia Mabrouk. Avec l'économiste que vous êtes, nous allons bien sûr parler d'actualité et avec l'historien, nous allons prendre du recul aujourd'hui. Du recul, nous en avons besoin pour comprendre la période que nous vivons. Contestation, fracture, violence. Alors est-ce qu'on peut dire crise démocratique, crise politique, crise institutionnelle, peut-être les trois à la fois? Comment décrire ce que nous vivons? Eh bien d'abord, nous avons une loi dont on va voir ce que va en dire le Conseil constitutionnel. Ça, c'est le front juridique. Et le Conseil constitutionnel va aussi se prononcer sur autre chose qui est le référendum d'initiative partagée. Et s'il donne son feu vert, soit dit en passant, ça veut dire qu'on va vivre avec les retraites jusqu'aux Jeux Olympiques. Ce qui ne va pas être un chemin pavé de roses, et ce d'autant qu'on a maintenant très clairement une crise sociale avec l'ensemble des forces syndicales qui sont opposées au président de la République. Et puis, on a clairement une crise politique qu'on peut aussi appeler une crise démocratique. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'attitude des Français et des citoyens vis-à-vis et des institutions et des dirigeants, il y a un degré de défiance qu'on a rarement atteint. Et c'est ça, une crise démocratique. C'est quand la défiance s'installe. Et c'est là que la liberté ou la République peuvent être menacées. Nicolas Bavrez, vous avez évoqué la date ou l'horizon de la date de la décision du Conseil constitutionnel. Ce sera le 14 avril avec un impact forcément et un retentissement certain. Est-ce que de votre point de vue, ce sera une décision à la fois juridique, vous l'avez dit, mais aussi politique forcément dans ce contexte ? Toutes les cours suprêmes font à la fois du droit et de la politique. Donc, bien sûr, on aura cette double dimension. C'est-à-dire que la mission du Conseil constitutionnel, c'est de juger la loi par rapport à la Constitution. Mais bien sûr, les juges suprêmes le font toujours en fonction d'un état de l'opinion. Mais s'il y a une censure partielle, disons, peut-être que nous en prenons le chemin, le cœur du réacteur de la réforme sur l'âge restera. Est-ce que ça restera donc comme une sorte d'abcès politique et social pour quand même une grande partie des Français ? Je crois que même si le Conseil constitutionnel garde, et a fortiori s'il garde uniquement le cœur de la réforme, parce que juridiquement les choses les plus fragiles, c'est ce qu'on appelle les cavaliers, c'est-à-dire les dispositions qui n'ont pas de rapport direct avec la nature budgétaire de ce texte, puisqu'on a choisi un texte budgétaire. Et donc d'une certaine manière, le Conseil constitutionnel risque d'annuler un certain nombre des mesures qui étaient des mesures d'accompagnement pour faire passer des contreparties sociales ou financières. Oui, mais c'est ça ce qui est paradoxal, c'est qu'on va se retrouver avec une réforme peut-être plus dure, en tous les cas, telle qu'à la sortie de la décision du Conseil constitutionnel. Oui, en raison d'ailleurs de la procédure choisie par le gouvernement, parce que comme c'est une procédure budgétaire, il faut être clair, les mesures les plus légitimes, ce sont celles qui rapportent de l'argent. On peut aussi évidemment en dépenser dans un texte budgétaire. Mais il est vrai que ça ramène le texte à sa dimension purement financière. Et de manière plus générale, j'ai parlé de l'historien que vous êtes, Nicolas Bavrez. Est-ce que vous avez en mémoire, là, dans notre histoire contemporaine, un moment de comparaison avec ce qu'on vit aussi tendu, avec ces violences que l'on voit aussi dans les rues de France quand tout cela est noyauté dans les cortèges ? Alors les violences, ça a une dimension un peu rituelle, mais là où on vit quelque chose de très spécifique, c'est que depuis la guerre d'Algérie, on n'a pas connu un tel empilement de crises, puisque on a une crise énergétique, on a une crise alimentaire, on a une crise monétaire, on a un début de crise bancaire, et puis on a une crise stratégique majeure avec la Russie qui est devenue une menace existentielle. Donc, ce qui est vrai, si on veut être juste par rapport à nos dirigeants, c'est qu'ils ont affaire à un faisceau de crises comme on a rarement connu. Et si on veut aussi être juste, il faut reconnaître que Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu président de la République, a toujours eu un rapport difficile et peu efficace avec les fonctions régaliennes. Et par ailleurs, chaque fois qu'il y a eu une crise, la première qui était l'affaire Benalla, et qui était normalement une crise assez simple, en fait, depuis le début, il y a une vraie difficulté à gérer les crises. Mais il y a une vraie difficulté à gérer les crises, comme vous le dites, Nicolas Bavrez, et en même temps, si Emmanuel Macron cède, s'il écoute une partie importante des Français, certains diront, et depuis l'étranger, certains diront depuis l'Europe, que c'est fini, que le pays est vraiment irréformable, que le quinquennat est terminé.
Vous l'entendez aussi cela ? Oui, mais c'est pour ça que, si vous voulez, la politique, c'est d'intégrer des systèmes de contraintes complexes. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver une voie de sortie par le haut. Là où vous avez raison, c'est que le problème des retraites est un problème sérieux et qui reste entier, qu'un système de répartition ne peut pas être déséquilibré. Et le risque qui existe aujourd'hui, c'est qu'avec notre dette de 3 000 milliards d'euros, évidemment, les marchés ne regardent pas que les chiffres, mais qu'est-ce que regardent nos partenaires comme les marchés ? En fait, ils ont une vision globale. Donc, ils regardent d'abord la capacité à créer de la croissance. Ça dépend des gains de productivité. Ils sont négatifs depuis 2019. Parce qu'on n'est plus un pays de producteurs, on est un pays de consommateurs aujourd'hui. Et avec, en plus, comme vous le rappelez, un déficit commercial de 7% du PIB, de 164 milliards d'euros, ce qu'on a pratiquement jamais connu dans notre histoire. La deuxième chose qu'on regarde, c'est la capacité à faire du dialogue social, à nouer des compromis. Et c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, et avec des images qui sont relayées dans le monde entier, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très attractif. Et puis la dernière chose qui est regardée, c'est la capacité du système politique à décider, à agir et à exécuter. Et là, ce qui est vrai, c'est que en France maintenant, alors là, on a une situation particulière d'une impasse et d'un blocage complet, parce qu'on voit que la majorité relative, en fait, c'est pas de majorité. Nicolas Bavrez, qui est prêt à bouger là ? Vous avez décrit une sorte de... c'est un piège. En réalité, il n'y a pas de sortie possible, et encore moins par le haut. Il y a une nouvelle journée de mobilisation le 13, il y a un dialogue social qui est un dialogue de sourds, il y a une première ministre qui n'a pas de marge de manœuvre, il y a une majorité relative. On ne voit pas comment il pourrait aujourd'hui élargir la majorité. Bonne chance. Alors, vous l'avez dit, on ne peut sortir que par le haut. Le système actuel qui est je garde la loi intégrale telle qu'elle a été votée, je garde le gouvernement, je garde ma méthode et ma manière de piloter extrêmement autoritaire, centralisée à l'Élysée. Autoritaire, si c'est ça. On maintient ces trois éléments, il est certain qu'on va à la catastrophe. Alors prenons l'un des éléments. Oui. Je pense qu'il faudra clairement faire bouger certains de ces blocs, et que pour moi le plus important, c'est qu'effectivement, je ne sais pas s'il en est capable, mais Emmanuel Macron doit absolument changer l'état d'esprit de sa manière de présider, et notamment cette incroyable centralisation, cette verticalité dont on voit qu'elle ne fonctionne pas, et elle n'a jamais fonctionné. Rappelez-vous, le général de Gaulle, c'est un militaire. Quand il crée la Ve République, on a la stratégie à l'Élysée, l'opératif à Matignon, le tactique dans les ministères. Si on veut tout remonter à l'Élysée, en réalité, on n'a plus rien. C'est-à-dire que les préoccupations tactiques finissent par étouffer la stratégie. On se retrouve exactement dans la situation actuelle. C'est ce que disait Jean-François Revel sur l'absolutisme inefficace. Oui. C'est exactement notre situation. Donc on est arrivé à la fin d'un cycle. On n'a plus de stratégie, on n'a plus de cap, et on n'a plus de tactique, donc on n'a plus de capacité à faire les choses et à exécuter. Et donc c'est pour ça qu'il faut changer. Changer quasiment sa manière de gouverner, de présider, donc changer son état d'esprit aussi. Absolument, pour Emmanuel je pense Macron. que contrairement à ce là qu'on vous dit, appelez à une révolution interne. Hein. Le problème, c'est pas les institutions, et effectivement... contrairement à ce que certains disent. La première chose à remanier, c'est l'Élysée. Le président de la République est revenu justement d'un voyage, en tous les cas il achève son voyage en Chine, Nicolas Bavrez. Il y est et il parle au nom de l'Europe avec Madame van der Leyen, ou bien il parle plus singulièrement, et j'allais dire logiquement, au nom de la France et de ce que nous sommes aussi, parce que parfois le tableau est noir, mais il faut rappeler qu'on reste, et cela on ne peut pas nous l'enlever, une puissance nucléaire. C'est là où je crois qu'il y avait une certaine confusion, c'est que partir en Chine pour convaincre Xi Jinping d'être un médiateur dans le conflit ukrainien, c'était d'emblée aller à l'échec, puisqu'il est très clair que la Chine n'est absolument pas en situation de médiateur ou de neutralité. Elle est un soutien d'ailleurs de plus en plus proche de la Russie. Elle ne veut pas la défaite de la Russie, et par ailleurs, elle a manifesté à plusieurs reprises qu'elle ne ferait aucun reproche à Vladimir Poutine. La seule limite, c'est que, effectivement, la Chine ne souhaite pas, évidemment, une escalade nucléaire. Et donc, là, c'est vrai que la France avait un vrai angle, qui est l'angle de la puissance nucléaire. Mais la confusion est complète, parce qu'avec l'Union européenne, on n'est pas du tout sur le même plan. Et pour avoir ce dialogue stratégique, ça supposerait d'avoir une vision exacte de la nature du régime chinois et de la personnalité de son dirigeant. Or, on refait les mêmes erreurs qu'on a faites avec Vladimir Poutine, donc avec une complaisance affichée
pour ce régime et pour son dirigeant, dont on ne veut pas entendre les vrais objectifs. Mais la Chine, économiquement, aujourd'hui, là je parle à l'économiste que vous êtes, ça ne va pas, enfin c'est quand même un géant mais au pied d'argile, ça ne va pas fort économiquement, une croissance qui est passée de 9% à 3%, et puis ils ont besoin, on peut le dire, de notre marché, ils ont besoin de nous. Alors c'est le paradoxe, c'est que l'angle sur lequel on peut également discuter avec la Chine, et là il était du côté de Madame von der Leyen, c'est le fait que Xi Jinping a fait passer la croissance chinoise de 9,5 à 3. Il a un problème démographique, il a un problème de krach immobilier, il a un problème qui est lié au fait que en remettant le Parti communiste à la tête des entreprises et des centres de recherche, il a cassé les moteurs de la croissance chinoise et que la demande intérieure ne marche pas. Donc en fait, le seul moteur qui reste, si on veut relever la croissance pour éviter les problèmes de chômage qui montent, ce sont les exportations. Et les exportations, c'est 750 milliards de dollars de surplus avec les États-Unis et l'Union européenne. Donc là, il est vrai que l'Union a un véritable levier vis-à-vis de la Chine. Je vais rappeler le titre de votre ouvrage, Nicolas Bavrez, Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat, aux éditions L'Observatoire. Et dans tous les débats sur la situation du monde et la géopolitique, on parle beaucoup d'Est-Ouest et on oublie, vous ne l'oubliez pas dans votre livre, le Sud. L'importance du Sud, d'ailleurs c'est la stratégie de la Chine que d'aller à la conquête de ce Sud qu'on abandonne nous-mêmes. Bien sûr. Et une des grandes erreurs des démocraties depuis le début du XXIe siècle, c'est d'avoir en grande partie perdu le Sud. Donc ce qu'a montré cette année 2022, c'est qu'on basculait dans une grande confrontation entre les démocraties et les empires autoritaires, avec ce qui ressemble de plus en plus à une vraie alliance stratégique entre la Chine et la Russie. Et donc bien sûr, il faut construire une stratégie pour essayer de les contrer. Donc nous n'en avons pas. Non, pour l'instant, c'est extrêmement... Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une stratégie, on n'a pas une vision de long terme face à ces empires autoritaires pour les cantonner, du moins? Non, parce qu'on n'avait pas compris la menace. Donc, on a réagi dans la panique, comme on l'a vu en 2022. Donc, une stratégie de long terme, c'est un peu ce qu'on avait fait face à l'Union soviétique avec la stratégie d'endiguement de Kennan en 1946. Il faut à la fois dissuader sur le plan militaire, il faut éviter l'escalade, notamment l'escalade nucléaire, il faut continuer à dialoguer avec les sociétés civiles. Et il faut surtout faire attention au Sud, parce que vous l'avez rappelé, dans les éléments et dans les événements récents qui sont intéressants mais aussi inquiétants, c'est la manière dont la Chine est en train de projeter sa puissance aussi diplomatique dans le monde et d'arrimer le Sud à ces empires autoritaires. Évidemment, la grande manifestation, c'est le parrainage de la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, les ministres étaient à Pékin récemment. Et il y a une autre manifestation qui est très pratique, qui est le fait que maintenant l'Arabie Saoudite, alors qu'elle sait que c'est une nouvelle très difficile pour l'Ouest, a décidé de baisser ses quotas de production pour augmenter massivement les prix du pétrole. Et derrière, il y a une autre partie de la stratégie chinoise, qui est d'abord de devenir en réalité la plateforme principale pour le marché de l'énergie et de dédollariser tout ce monde des échanges avec le Sud en mettant en place un pétro-yuan, mais dans le futur, en réalité, un yuan qui soit un vrai concurrent du dollar de vous écouter, et avec des institutions qui soient concurrentes de celles du FMI. Parce que là, on voit bien les tectoniques des plaques géopolitiques. Et pour conclure, avant d'opposer, j'allais dire, ou de construire une vision à tout cela, il faudrait peut-être régler nos propres problèmes. Absolument. Et donc, c'est comme dans les années 30, on est sur les deux fronts, les menaces extérieures et la réforme intérieure. Mais juste pour terminer sur une note d'espoir, 2022 est une année tragique, mais elle a aussi montré que les empires autoritaires n'étaient pas invincibles et que partout dans le monde, en Ukraine, en Iran, en Asie, en Afrique, on a des gens, des femmes, des hommes qui sont encore prêts à risquer leur vie pour la liberté. Et ça, c'est un message qu'il faut que nous entendions. Et il est grand temps que les citoyens des démocraties retrouvent cette responsabilité et se montrent aussi à la hauteur de cette chance, ce privilège incroyable qu'ils ont et qui est la liberté politique. Et la liberté est un combat, comme vous le dites dans ce livre, Démocratie contre empire autoritaire, aux éditions L'Observatoire. Merci beaucoup Nicolas Bavrez. Et merci, bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup.